Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce troisième point de presse du ministère des Armées de l'année 2023. Je vais commencer par vous présenter les points saillants de l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ainsi que ceux des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès de M. Lecornu, et Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel, auprès du ministre de l'Éducation nationale et auprès du ministre des Armées. J'évoquerai ensuite les actualités du ministère et nous ferons exceptionnellement aujourd'hui deux focus. Le premier portera sur la publication du manuel de droit des opérations et il sera présenté par Mme Camille Faure, qui est la directrice adjointe des affaires juridiques du ministère des Armées. Le second vous sera fait par le capitaine de vaisseau Emmanuel Mocard. Il commande le groupe naval Jeanne d'Arc qui quittera Toulon le 8 février. Le capitaine des vaisseaux Mocard vous exposera les grandes lignes de la mission Jeanne d'Arc 2023 dans le cadre du point habituel sur les opérations du colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Je commence par l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, il s'est rendu en Italie vendredi 27 janvier afin de rencontrer son homologue Guido Crosetto. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre le soutien à l'Ukraine et d'accroître leur capacité de production, notamment en matière de défense solaire. Ils ont également convenu d'un accord de coopération sur l'acquisition de près de 700 missiles Aster par l'Italie. Au chapitre des rencontres internationales et bilatérales encore, ce lundi 30 janvier, le ministre des Armées et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont rencontré leurs homologues australiens dans le format dit 2+2. Ils ont reçu à l'hôtel du ministère des Affaires étrangères M. Richard Marles, qui est le vice-premier ministre et le ministre de la Défense de l'Australie, ainsi que Mme Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères. Leurs échanges ont permis de conclure un partenariat inédit entre nos deux pays afin de produire des obus de 155 mm destinés à l'Ukraine. Les quatre ministres, en tant que partenaires en Indo-Pacifique, se sont également engagés à continuer de faire de cet espace une région sûre et résiliente. Mardi 31 janvier, M. Lecornu a reçu son homologue ukrainien, M. Oleski Reznikov, à l'hôtel de Brienne. Cette rencontre a été l'occasion de faire un point sur la situation militaire afin d'affiner les besoins ukrainiens. Les deux ministres ont pu convenir d'un agenda d'aide en matière de livraison, de maintien en conditions opérationnelles, de soutien logistique, de formation et de défense solaire. Sur le maintien en conditions opérationnelles, plusieurs dizaines de millions d'euros seront consacrés à la maintenance du matériel qui a déjà été cédé à l'Ukraine, notamment les canons César, dans le cadre du fonds de soutien de 200 millions d'euros mis en place par la France. Le ministre des Armées a également annoncé la poursuite de l'approvisionnement en carburant et en munitions des équipements déjà livrés. Sébastien Lecornu a précisé le calendrier de formation des soldats ukrainiens. 2000 militaires de l'armée ukrainienne recevront des formations spécialisées en France d'ici l'été. Et par ailleurs, 150 militaires français seront prochainement, au mois de février, déployés en Pologne sous l'égide de l'Union européenne pour former 600 militaires ukrainiens chaque mois. Sur la défense solaire, des discussions sont en cours quant à la livraison de missiles Crotale. Et par ailleurs, le ministre ukrainien de la Défense a signé hier avec Thales un contrat d'acquisition d'un radar de détection GM200. Sur la livraison de matériel terrestre, le ministre des Armées a annoncé l'envoi de 12 canons César au-delà des 18 qui ont déjà été livrés par la France. Enfin, Sébastien Lecornu a voulu saluer le courage et la force des soldats ukrainiens et rappeler que la France est un allié fiable et durable de l'Ukraine. Hier, mercredi 1er février, le ministre des Armées a présidé la séance plénière du Conseil supérieur de la fonction militaire à l'hôtel de Brienne. Et ce matin, il se rend au 1er régiment de service militaire volontaire à Montigny-lès-Metz, aux côtés du garde des Sceaux, dans le cadre de la signature de 3 conventions qui visent à renforcer le partenariat entre les deux ministères. Ce déplacement permettra par ailleurs aux deux ministres de rencontrer notamment des jeunes qui sont inscrits dans un parcours de réinsertion. Le ministre se rendra ensuite au 3e régiment de hussards de Metz, où il déjeunera avec des familles de militaires déployés en opération, et notamment des familles de ceux qu'il a rencontrés au Liban à l'occasion de son déplacement de fin d'année. Du côté des secrétaires d'État, ce lundi 30 janvier, Patricia Mirallès, son chargée des anciens combattants et de la mémoire, a participé à une réunion avec les représentants du monde combattant dans le cadre de son groupe de travail mené auprès du ministre des Armées sur les blessés militaires. Demain, vendredi 3 février, elle se rendra au Mont-Valérien à l'occasion du 110e anniversaire
du 8e régiment de transmission. Ce régiment, qui est riche d'une grande histoire et de tradition, est spécialisé dans les systèmes d'information et de communication d'infrastructure, et c'est celui aussi qui dispose du dernier colombier en Europe. Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel, continue les consultations sur le déploiement du service national universel au travers de rencontres avec des élus et des représentants de la société civile. Avant-hier, mardi 31 janvier, elle a notamment rencontré M. Laurent Lafont. M. Laurent Lafont est le président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication au Sénat. Elle s'est ensuite entretenue avec Mme Françoise Turbo et Ariane Azéma, qui sont respectivement présidentes et déléguées générales de la Ligue de l'enseignement, afin de poursuivre la réflexion sur les modalités de déploiement du service national universel. Voilà pour les agendas. Je passe aux actualités du ministère avec, dans le domaine capacitaire, le 5 décembre dernier, le lancement de l'étape 5 du programme de système de commandement et de contrôle des opérations aérospatiales. Ce système de commandement et de contrôle des opérations aérospatiales, son acronyme est SCOA, S2COA. Il est composé de capteurs, des radars essentiellement, de centres opérations, de moyens de transmission qui forment un réseau automatisé. Ce système permet aux armées, notamment à l'armée de l'air et de l'espace, mais également à la marine, d'assurer les missions de surveillance et de contrôle de l'espace aérien par la coordination de la défense solaire. Cette étape 5 du programme vise à renouveler progressivement et de manière incrémentale les moyens du SCOA en traitant les obsolescences, en s'adaptant à l'évolution des réglementations nationales et européennes, ainsi qu'en renforçant les capacités de détection et de surveillance. Elle permettra notamment de renforcer la surveillance et la défense aérienne, tant du territoire national que sur les théâtres d'opérations extérieures. Cette étape 5 est notamment marquée par la commande d'un nouveau système de commandement et de conduite des opérations aériennes, l'Air Command and Control System. Il est développé au sein de l'Alliance. Il permettra une plus grande interopérabilité des moyens français avec ceux de l'OTAN. Ce système est capable de gérer en temps réel tous les types d'opérations dans la troisième dimension, sur le continuum compétition, contestation, confrontation. Dans le champ de la préparation opérationnelle des forces, le groupement tactique interarmes du 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes s'entraînera du 13 au 26 février avec un sous-groupement tactique interarmes belge. Cet entraînement aura lieu au centre d'entraînement au combat Santac de Mailly-le-Camp. Appuyé par ses renforts interarmes de la 9e brigade d'infanterie de marine, la 9e RIMA, donc le 3e RIMA inclura la compagnie belge dans toutes ses manœuvres et à tous ses niveaux, du centre opération jusque sur le terrain. Le but de cet exercice est évidemment de renforcer l'interopérabilité avec nos alliés. Il s'inscrit dans la continuité du travail effectué en fin d'année dernière, lors de l'exercice Scorpion 12. Un accueil de la presse est prévu. Vous pouvez vous rapprocher du CIRPATER pour être accueilli donc, sur cet exercice. Dans le domaine universitaire et de la recherche, dont je suis amené à vous dire quasiment toutes les semaines combien le ministère s'y investit, un appel à candidature est lancé aux doctorants en histoire, dont 2 pourront en 2023 bénéficier d'une aide jusqu'à 10 000 €. Les doctorants sélectionnés auront la possibilité de renouveler 2 fois cette bourse afin de poursuivre leurs travaux de recherche. Ceux qui souhaitent postuler ont jusqu'au 17 mars pour candidater auprès du secrétariat général pour l'administration. Les dossiers de candidature sont ensuite soumis au Conseil scientifique de la recherche historique de la Défense, qui décidera de l'attribution de ces sources. Vous pouvez, pour vous inscrire, suivre le lien qui s'affiche à l'écran, mais également vous rapprocher du service de communication du SGA. Je conclus les actualités du ministère en vous signalant le lancement de la 11e édition du prix Schoendorfer. Le prix Schoendorfer, c'est comme vous le savez le prix audiovisuel de l'armée de terre. Il a été créé en 2012. Il récompense des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles grand public en langue française qui mettent en valeur l'engagement contemporain ou la vie des soldats de l'armée de terre. Depuis le 1er février, les vidéastes professionnels, civils ou militaires, du ou extérieurs au ministère des Armées, peuvent candidater, et ce jusqu'au 15 avril minuit. Le concours récompense 2 catégories d'œuvres audiovisuelles, le format long, de type documentaire ou cinématographique, avec un prix à hauteur de 3 000 €. Le format court, format reportage d'actualité, doté d'un prix de 1 500 €. Nous invitons tous ceux qui souhaitent concourir à ces prix à se rendre sur le site du ministère des Armées où sont détaillés le règlement du prix et les modalités d'inscription. Le lien est affiché à l'écran, mais vous pouvez également, bien sûr,
vous rapprocher du CIRPATER. Et avant de passer au premier focus thématique de cette journée, avez-vous des questions? En salle, pour commencer. Bonjour. Concernant la livraison des 12 canons César en plus, est-ce qu'on est d'accord que c'est des canons qui seront produits par Nexter ad hoc et pas prélevés sur le stock de l'armée française? Alors, en ce qui concerne les modalités, il faut d'abord dire que, mais je laisserai Nexter communiquer sur ce sujet, que Nexter a fait d'énormes progrès en matière de rapidité de production. Je laisse communiquer Nexter, évidemment, sur l'augmentation de ses capacités. Les modalités sont à définir, et notamment une éventuelle avance, mais d'ici la fin de l'année, ces 12 canons ont bien été produits et livrés par Nexter. Y a-t-il une autre question en salle? Sans quoi nous allons passer à une question en audio s'il y en a. Apparemment pas de questions par téléphone. Donc s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au premier focus thématique et donc au manuel du droit des opérations. Le manuel de droit des opérations, il faut être extrêmement précis en matière juridique. Je vais donc passer à ce sujet et laisser la parole à Madame Camille Faure, qui, comme je l'ai dit, est directrice adjointe des affaires juridiques du ministère. Les militaires engagés en opération sont et restent soumis, bien sûr, aux droits applicables aux forces armées françaises. Ces règles sont la traduction juridique des engagements internationaux de la France. Elles donnent un cadre précis de l'usage de la contrainte nécessaire à l'accomplissement de la mission. À l'instar du droit international, le droit des conflits armés est en constante évolution et en lien avec l'état-major des armées ainsi que les directions et services du ministère, la direction des affaires juridiques a été chargée d'élaborer ce manuel. Il a été achevé au printemps dernier. Il expose dans un volume unique la synthèse des principales règles régissant l'emploi de la force par les armées françaises et des enjeux juridiques d'un engagement opérationnel. Il consacre également une place conséquente aux droits des milieux terrestres, maritimes, aériens, cyber et espace exo-atmosphérique, ainsi qu'aux mécanismes de contrôle du respect du droit en opération. Il est destiné en priorité aux 400 officiers chargés de conseiller le commandement dans les opérations militaires. Ce manuel leur permet de disposer d'un corps de règles et de pratiques particulièrement utile à l'exercice de la responsabilité. Madame la directrice adjointe, je vous cède la parole. Merci Général, bonjour à tous. Depuis 1995, les armées françaises ont été engagées dans quelques 106 opérations menées à l'extérieur des frontières nationales. À ces opérations s'ajoutent 5 opérations lancées antérieurement. Et évidemment, vous l'avez tous en tête, il y a également des engagements sur le territoire national. J'ai cité l'opération Harpie et l'opération Sentinelle. Paradoxalement, et à la différence par exemple de certains de nos alliés comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ou d'autres États membres de l'Union européenne, la France n'était jusqu'à présent pas dotée d'un manuel de droit des opérations militaires en bonne et due forme, mais de nombreux documents internes, plus ou moins partiels ou épars. C'est donc un événement de taille que la publication de ce manuel de droit opérationnel en ce début d'année. Pourquoi un manuel de droit opérationnel ? Car la France est un État de droit qui a toujours placé la conduite de ses opérations militaires sous le pavillon du respect du droit, en particulier du droit international humanitaire. En témoigne le préambule de la Constitution de 1946, qui est inscrit dans le bloc de constitutionnalité, au terme duquel la République française, fidèle à cette tradition, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. En témoigne également le Code de la défense qui pose à diverses reprises l'impératif de respect du droit par le militaire, tout comme par son commandement. Le respect du droit est aussi, à écouter les militaires, un instrument d'efficacité, de crédibilité opérationnelle et de protection des militaires en cas de contentieux. À qui est destiné ce manuel ? À vrai dire, à de nombreuses personnes. En premier lieu, aux conseillers juridiques en opération, dont la mission est définie par l'article 82 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève, qui stipule, je cite, que les hautes parties contractantes en tout temps et les parties en conflit en période de conflit armé veilleront à ce que les conseillers juridiques soient disponibles lorsqu'il y a lieu pour conseiller les commandements militaires à l'échelon approprié quant à l'application des conventions et du présent protocole
et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet. Ces conseillers constituent aujourd'hui un vivier de près de 400 militaires formés, testés très régulièrement et projetés en opération. Le manuel s'adresse aussi évidemment au commandement militaire de ces opérations. Il s'adresse aussi aux nombreux militaires en formation initiale et continue. Il faut savoir que tous les officiers, les sous-officiers et les soldats reçoivent une formation initiale au droit international humanitaire, puis un module approfondi en cas de déploiement en opération extérieure ou lors de certaines étapes de leur carrière, en cas de passage d'examen ou de concours par exemple. Ainsi, en moyenne, chaque année, les formations initiales concernent à peu près 20 000 militaires. Vous avez aussi 1 000 militaires qui sont formés de façon, on va dire, un peu plus pointue et qui sont préparés à des déploiements en opération extérieure. Là, on est plutôt sur un échelon de 12 000 personnes. Ce manuel s'adresse aussi à nos partenaires à l'extérieur du ministère et de la France, c'est-à-dire nos partenaires militaires et, je dirais, toutes les formations, les entités que côtoient les armées sur les théâtres d'opération, puisque, en vertu en fait, de l'article 1er commun aux Conventions de Genève, la France est tenue par une obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. En quoi ce manuel est-il particulier ? Il est d'abord particulier car il reflète l'interprétation française du droit international. C'est-à-dire qu'en travaillant à l'élaboration de ce manuel, nous avons eu des consultations avec nos partenaires du Quai d'Orsay, par exemple, pour que ce qui est retranscrit dans ce manuel reflète la position de la France et pas seulement du ministère des Armées s'agissant de l'interprétation du droit applicable, puisque vous savez que le droit international est un droit particulier qui est aussi à la main des États en termes d'interprétation et d'application. Ce manuel est aussi particulier car il a une vision très opérationnelle, comme l'indique son titre et son sommaire. Ce n'est d'une part pas une somme théorique, mais un ouvrage assez ramassé de 400 pages. Par comparaison, par exemple, le manuel de certains de nos partenaires peut dépasser les 1000 pages. Ensuite, il n'aborde pas seulement le droit international humanitaire, mais l'ensemble du droit applicable et l'articulation entre différents corpus de droit. C'est là, en fait, où l'exercice d'application est compliqué. C'est-à-dire, on évoque aussi le droit interne, les droits de l'homme qui s'appliquent parfois en dehors de nos frontières, le droit pénal et évidemment le droit international. Il traite, comme l'a indiqué le général, des droits de milieu et donc de la façon dont la France applique le droit dans des contextes qui sont aujourd'hui nouveaux, contestés ou qui donnent lieu à des questions d'interprétation parce que les questions sont nouvelles. Je pense à l'espace numérique, bien sûr. Et donc, c'est une somme ramassée qui donne une vision complète du droit applicable. Enfin, je terminerai par là. Cette action ou cette publication nous permet aussi d'exercer une forme d'influence. On fait connaître notre position, on fait connaître notre vision du droit à nos partenaires, à nos compétiteurs. On envoie aussi un message aux juridictions nationales, internationales, européennes sur la façon dont on applique le droit, dont on l'interprète. Et enfin, on s'ouvre au dialogue avec les chercheurs, les universitaires, qui sont, je crois, très preneurs de cette vision française consolidée de l'application et de l'interprétation du droit, et avec lesquels nous allons poursuivre nos échanges. Merci de votre attention et nous sommes à votre disposition pour des questions. On va commencer par des questions en salle. Juste avant de vous livrer la parole, je veux simplement dire et rappeler que le conseiller juridique dans une opération fait partie des conseillers immédiats du chef et du commandeur. C'est vous dire l'importance du cadre, évidemment, dans lequel exerce et conduit les opérations le commandeur militaire sur le terrain. C'est vous dire aussi que ce manuel de droit des opérations particulièrement utile reflète une chose, le fait que nous sommes dans un état de droit, que nous défendons nos valeurs et que nous défendons nos valeurs dans un cadre extrêmement précis. Voilà, je vous livre, Madame la directrice adjointe, aux questions de la salle pour commencer. Merci. Juste une question par rapport à l'influence. Est-ce que vous prévoyez des formats peut-être plus accessibles pour les populations, autres qu'un format très ramassé de 400 pages, pour leur donner un message plus direct, plus facile à digérer? Alors, en fait, on a déjà fait cet exercice, c'est-à-dire que lorsque on a créé en fait quasiment des résumés des grandes règles du droit international humanitaire sous forme de pictogrammes, y compris dans des langues
du Sahel avec des schémas, des dessins. On a aussi des supports qui sont numériques pour qu'en 2 minutes, on rappelle les réflexes par des espèces de micro-vidéos. Donc ce travail est déjà largement engagé. Mais ensuite, pardon, mais le droit, parfois, il faut quand même aller dans le fond, avoir une analyse fine, etc. Il y a une casuistique, donc il faut mener les deux de front. Et je dirais que cet exercice de pédagogie, qui est encore une fois une obligation internationale, on l'a déjà engagé, en fait. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions aux salles, y a-t-il une question en audio? Apparemment, pas de questions en audio. Madame la directrice adjointe, merci beaucoup de votre contribution. Donc ce manuel du droit des opérations sera notamment présenté ce soir à un aéropage de responsables militaires et civils du ministère. Je vais maintenant céder la parole au collègue Godillère. Pardon, on va commencer par le capitaine de vaisseau Mocard, donc qui va vous décrire la mission Jeanne d'Arc 2023 avant le point des opérations hebdomadaires du colonel Godillère. Bon, général, bonjour à tous. Je vais vous faire un aveu, mais vous ne serez pas surpris. Je suis né au XXe siècle. Je suis également né officier de marine au XXe siècle, mais non pas en rentrant à l'école navale en septembre 1996, mais je crois plutôt 2 ans plus tard, en franchissant la coupée de la Jeanne d'Arc pour un premier tour du monde par l'ouest. Je suis né à cette époque parce que j'ai découvert ce qu'était le métier d'officier de marine. 2 semaines après notre appareillage, nous rencontrions le cyclone Mitch, qui venait de dévaster le Guatemala et le Honduras. Et donc, quelques jours plus tard, je me retrouvais binômé avec un élève médecin dans une alouette à apporter des vivres et des médicaments à la population dans le cadre d'une opération de secours. C'est ça la mission Jeanne d'Arc. Un long déploiement à travers le monde, dans des zones d'intérêt stratégique, dans des zones à enjeux maritimes, économiques, sécuritaires et environnementaux majeurs, à travers nos territoires maritimes d'outre-mer, tout en offrant un cadre de formation à la fois concret, réaliste et de qualité pour les officiers de marine en devenir. Alors c'est une mission qui repose sur un triptyque, je le disais, formation, opération et coopération, tout en affirmant, en passant dans nos territoires ultramarins, l'affirmation de la souveraineté française sur ces territoires maritimes. On peut peut-être passer au slide suivant, qui permet de montrer la physionomie de la mission Jeanne d'Arc de cette année, qui sera réalisée par le porte-hélicoptère amphibie Dixmude et par son escorte, la frégate Lafayette, qui nous permet de renouer avec la tradition de la circumnavigation qui n'a pas été réalisée depuis 2001, réalisée à l'époque par le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. À travers cette trajectoire, comme je le disais, nous allons pouvoir coopérer avec différentes nations partenaires dans les différentes zones stratégiques. Nous allons être une capacité mobile d'intervention, prêt à projeter au claquement de doigts, j'allais dire, des moyens interarmés dans les zones qu'il nécessiterait. Et nous allons surtout, c'est l'une des raisons d'être de cette mission, former jusqu'à 160 officiers élèves pendant tout ce déploiement. Ce déploiement, il prend la forme, je le disais, d'un tour du monde pendant plus de 5 mois, à peu près 155 jours. Nous partons le 8 février avec un retour sur Toulon mi-juillet. Et comme je le disais, chaque traversée sera l'occasion d'interaction avec l'ensemble de nos partenaires. En traversant la Méditerranée, par exemple, nous réaliserons des exercices avec une frème égyptienne. Ensuite, nous traverserons le canal de Suez, la mer Rouge, pour nous retrouver en océan Indien, avec une première étape, un premier arrêt à Djibouti. Puis nous traverserons l'océan Indien pour aller jusqu'en Inde. Nous participerons, bien sûr, je le disais, à des opérations. C'est un message clé que je veux faire passer, c'est que la mission Jeanne d'Arc est avant tout une mission pour la marine, mais également pour l'armée de terre, car nous aurons à bord un groupement tactique embarqué de plus de 120 militaires de l'armée de terre. Nous participerons, par exemple, entre Djibouti et Cochin, à la mission Atalanta, la mission de lutte contre la piraterie, de lutte contre les trafics illicites. Nous apporterons notre soutien à la mission CTF 150, qui, elle aussi, lutte contre le terrorisme et les trafics illicites. Après l'Inde, nous aurons un exercice avec un ensemble de partenaires, l'exercice La Pérouse, dans lequel nous travaillerons avec, bien sûr, l'Inde, mais également avec l'Australie, les États-Unis,
le Japon, avant de rejoindre Singapour, en passant par le détroit de Malacca. On voit bien un certain nombre de zones. Je parlais tout à l'heure de zones stratégiques, mais quand on traverse le canal de Suez, quand on traverse le détroit de Malacca ou encore le canal de Panama, on est à des choke points, à des endroits où la vie économique du monde, dont dépend la vie économique du monde, par cette circulation maritime. Singapour, Jakarta en Indonésie. Nous ferons un arrêt également en Australie, à Townsville, tout en travaillant avec la marine australienne. Et nous arriverons au point pivot de cette mission, qui est l'exercice Croix du Sud, un exercice d'assistance aux populations suite à un événement climatique ou sécuritaire, avec plus de 15 nations qui seront représentées et qui aura lieu à Nouméa, je le disais, à peu près à mi-mission, début mai. Ce qui nous permet ensuite de continuer notre tour du monde en passant par des Pacific Island countries comme les Fidji et l'escorte fera escale au Tonga avant d'arriver à Papeete. Sur le transit jusqu'à Acapulco, nous nous arrêterons à Clipperton pour changer le pavillon français et faire un certain nombre d'actions sur place avant de traverser le canal de Canaba et se retrouver dans les Caraïbes avec une escale à Fort-de-France pour le Dixmude et à Pointe-à-Pitre pour le Lafayette, avec un retour, je le disais, mi-juillet à Toulon. Voilà pour la physionomie globale de la mission. Le task group, le groupe Jeanne d'Arc est composé de 2 bâtiments, je le disais, un porte-hélicoptère amphibie qui, par essence, est un bâtiment très polyvalent, pleinement interarmé, nativement interarmé. Quand on visite un porte-hélicoptère amphibie, on s'aperçoit que la moitié du bâtiment est constituée de hangars pour pouvoir accueillir une charge-t-il à géométrie variable, des véhicules blindés, des hélicoptères, du personnel. C'est un bateau qui fait 200 mètres de long, 32 mètres de large, 22 000 tonnes, qui est opéré par un équipage de 200 personnes, mais qui a surtout, comme je le disais, vocation à accueillir à son bord jusqu'à 450 personnes supplémentaires. Et ce sera le cas pendant la mission Jeanne d'Arc, où nous serons entre 620 et 650 pendant l'ensemble de la mission, avec un groupement tactique embarqué de 120 personnels de l'armée de terre venant du 1er régiment de Spahis, du 3e régiment d'artillerie de marine ou encore de la 13e des BLE, du personnel de l'ALAT et des équipements avec 2 hélicoptères type Gazelle, également un hélicoptère de la marine de la 35F, un Dauphin, la flottille amphibie qui nous permettra de pouvoir réaliser des opérations amphibies, c'est la mise en œuvre d'engins de débarquement pour pouvoir projeter à terre des équipements et du personnel, non seulement pour les exercices que j'évoquais tout à l'heure, par exemple Croix du Sud, mais également en cas d'opération inopinée qui interviendrait pendant ce déploiement. Nous serons escortés pendant cette mission par la frégate Lafayette, avec quasiment 200 personnes à son bord, donc qui participent à l'autodéfense du groupe, mais également à la formation des élèves, puisque les 160 élèves seront dispatchés entre le porte-hélicoptère et l'escorte. Nous allons rencontrer également pendant cette mission, et notamment par le fait que cette année, il y a un vrai prisme sur les territoires ultramarins, en passant par Fort-de-France, par Papeete ou encore par Nouméa, nous aurons l'occasion de travailler avec des forces prépositionnées sur zone. Ça sera par exemple le cas en Nouvelle-Calédonie avec le nouveau patrouilleur d'outre-mer qui a appareillé de Brest il y a 2 semaines et qui devrait arriver en Nouvelle-Calédonie mi-avril, le POM Auguste Bénébig. Nous travaillerons avec les BSAOM, les bâtiments de soutien et d'assistance qui sont prépositionnés outre-mer, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou sur Tahiti. L'objectif, je le disais tout à l'heure, de cette mission est bien sûr d'intégrer des jeunes officiers marines, des officiers élèves, des jeunes commissaires d'ancrage marine, mais également à une partie de la mission des élèves médecins ou des jeunes officiers des affaires maritimes. Donc vous voyez une physionomie très, très large d'officiers qui vont construire la marine de demain et qui vont travailler pour les armées
dans les prochaines années. Donc 160 élèves, dont une vingtaine de nationalités étrangères. Je prends pour exemple des officiers élèves qui viennent du Bénin, du Sénégal. Finalement, on regarde, ils viennent de tous les continents. On aura un Japonais, un Belge, un Malgache, un Égyptien, un Marocain ou encore un Chilien. Pour aider l'équipage dans la transmission de l'information et dans la formation de ces élèves, nous embarquons 30 instructeurs de l'école navale qui vont assurer l'expertise, j'allais dire, pédagogique. Mais je le répète, au-delà de ces 30 instructeurs, c'est bien l'ensemble des équipages de la Jeanne d'Arc, du Dixmude et du Lafayette qui vont, par porosité, j'allais dire, transmettre leur savoir-être, leur savoir-faire à cette jeune génération. On peut passer au slide suivant. Voilà en synthèse ce que l'on fait pendant une mission de Jeanne d'Arc. C'est un outil militaire profondément interarmé qui va travailler dans un cadre très souvent multinational ou interallié pour agir dans l'espace aéromaritime, pour agir dans l'espace aéroterrestre depuis la mer. C'est bien un outil militaire, un outil qui va permettre de projeter des forces en fonction des situations qui seront rencontrées, pour former les officiers de la marine de demain, tout en contribuant. Donc on a noté ici une des fonctions stratégiques pour les armées, la connaissance et l'anticipation, mais finalement, pendant cette mission, on va balayer l'ensemble de ces fonctions stratégiques. On peut parler bien sûr de connaissance et d'anticipation, mais également de protection, de prévention, voire d'intervention en fonction de la situation. C'est bien l'intérêt également, lorsqu'on traverse le monde comme ça, c'est de renforcer nos coopérations avec un outil militaire, avec l'ensemble de nos partenaires. Et bien sûr, je parlais tout à l'heure du patrimoine maritime français, d'assurer la souveraineté française dans notre espace maritime. Au bilan, vous le voyez, c'est une mission qui est extrêmement exaltante, que l'on soit jeune élève de 22 ou 25 ans, mais qu'on ait 46 ans et quand on est commandant d'un task group de ce type, on est également très excité, j'allais dire, par cette mission. Néanmoins, ce sera une mission extrêmement exigeante, parce que c'est une mission longue, avec de nombreuses interactions. On traverse de nombreuses zones, je le disais tout à l'heure, d'intérêt, où tout peut se passer. J'en ai terminé, je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez. Merci beaucoup, commandant. Ça donne envie d'en être. Je calculais que parmi les 160 officiers élèves que vous emmenez, il y a certainement ou peut-être un de vos successeurs qui n'imagine même pas être à votre place d'ici une vingtaine d'années. Y a-t-il des questions à la salle? Oui. Bon. Bonjour, Donovan Reynal de la NHK. Est-ce que vous pouvez nous en dire à ce stade un peu plus sur ce qui est prévu pour l'exercice La Pérouse? Peut-être que vous avez dit à peu près à quelle période est-ce que ça devait se dérouler? Quels sont peut-être un déroulé ou quel type d'opérations seront menées? Et quelle est la visée ou le but de ce type d'exercice? Vous avez évoqué plusieurs objectifs, comme assurer la souveraineté de la France dans ces territoires. Est-ce que ce type d'exercice peut participer à cela également? Alors, l'exercice La Pérouse est un exercice relativement court qui devrait durer autour de 3-4 jours, dans lequel nous allons retrouver, j'en parlais tout à l'heure, l'Inde, l'Australie, le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sera essentiellement un exercice aéromaritime. C'est-à-dire qu'on sera au large du golfe de Bengale, on n'aura pas d'interaction avec la Terre, comme on est un task group amphibie, on aurait très bien pu envisager de la projection de force à terre. Mais là, on est vraiment sur un exercice qui se déroulera sur notre trajectoire pour relier Singapour. Donc on fera des exercices d'interaction avec nos hélicoptères, des exercices de manœuvre, des exercices tactiques de lutte simulée, de lutte anti-navire, de lutte anti-aérienne. Ce qu'on a l'habitude de faire en général en franco-français, mais également avec nos alliés. Mais c'est toujours important de répéter ces exercices, d'être sûr qu'on arrive à bien communiquer, que nos équipements sont capables d'interagir et d'échanger sur notre métier de marin, mais aussi sur la connaissance de notre zone. C'est tout l'intérêt, en fait, pour la marine d'être déployée régulièrement dans toutes ces zones, c'est de participer, on le voyait tout à l'heure, à cette fonction stratégique connaissance et anticipation, c'est connaître ce qui se passe sur la zone. Et comment connaître une zone? C'est en y naviguant, mais en échangeant avec les acteurs locaux qui sont très souvent nos partenaires.
Il y avait une deuxième question. Bonjour, Xavier Vasseur, Naval News. La frégate Lafayette a été modernisée avec l'ajout notamment d'un sonar. Oui. Alors à ma connaissance, c'est la première fois qu'un bâtiment escortant le groupe Jeanne d'Arc, bon, tout du moins depuis très longtemps, et dispose d'un sonar. Est-ce que ça change quelque chose pour la mission? Est-ce qu'il y a des élèves dans le domaine de la lutte anti-sous-marine qui seront formés lors de cette mission? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'exercice Croix du Sud? Vous avez dit, je crois, 15 nations. Est-ce que vous pouvez peut-être pas donner les 15, mais citer quelques nations qui participeront à l'exercice? Alors, c'est la deuxième fois qu'un porte-hélicoptère est escorté par une frégate modernisée, puisque l'année dernière, le Mistral a réalisé cette mission Jeanne d'Arc et a été escorté par le Courbet, qui était la première frégate FLF de type Lafayette à avoir été modernisée. Votre question, elle est intéressante parce qu'elle a un vrai impact sur la réalisation de cette mission-là. Il y a 3 ans, avant la modernisation des FLF, nous n'aurions pas pu réaliser ce tour du monde, cette circumnavigation, avec une FLF non modernisée, parce que dans la modernisation, on a joué sur la stabilité, et donc on a une élongation, on a une capacité d'utilisation du gasoil à bord qui permet à la FLF d'être plus autonome dans la durée. Et donc cette circumnavigation qui est très exigeante, on le voit entre Tahiti et par exemple Acapulco, sans ravitailleurs, nous n'aurions pas pu faire cette circumnavigation. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas prévu de ravitailleurs. Et la FLF, c'est un effet collatéral positif de la modernisation, c'est qu'on a joué sur la stabilité de cette frégate. Et donc, on est capable de jouer. Après, pour les élèves, bien sûr, c'est intéressant d'avoir une frégate sous-marine, anti-sous-marine, déjà pour la culture de l'ensemble des officiers de marine, mais surtout pour ceux qui vont se dédier dans la filière de lutte sous la mer. Jusqu'à présent, on arrive à faire pas mal de choses grâce à la simulation, mais d'avoir un escorteur avec un sonar permet de leur montrer concrètement comment on utilise un sonar et les techniques nécessaires pour le mettre en œuvre. Donc ça, voilà pour la première partie de la question. Sur la deuxième partie, concernant l'exercice en Nouvelle-Calédonie, Croix du Sud, parmi les nations, on va retrouver les nations que j'ai évoquées tout à l'heure pour la Pérouse, notamment l'Australie, Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon. On aura également des nations parmi les PICS, Pacific Island Countries, donc les îles Fidji, tous les acteurs locaux qui ont tout intérêt à ce qu'on travaille ensemble, notamment dans ces missions d'assistance à population en difficulté suite à un événement climatique, par exemple. Je crois que les Tonga, par exemple, l'année dernière, ont subi un événement climatique et la France avait, à travers ses bateaux prépositionnés à Nouméa, avait connu ce type d'opération. Donc c'est bien l'idée. Donc c'est les nations locales et les grandes nations que j'évoquais tout à l'heure qui sont des acteurs du Pacifique Sud et du Pacifique en général. Y a-t-il des questions en audio? Négatif. Commandant, merci beaucoup pour votre intervention. Bon vent, comme on le dit dans la marine, pour votre mission qui, comme vous l'avez très bien dit et très bien montré, est à la fois une mission d'instruction, une mission d'entraînement, une mission opérationnelle et une mission de souveraineté. Merci, commandant. Bon tour du monde. Le colonel Gaudière. Alors, on revient sur la terre, mon général. Et on va commencer le tour des opérations par un film qui illustre un exercice qui s'est terminé en Roumanie, un exercice de coopération et d'interopérabilité. Eagle Meda, c'est avant tout le premier déploiement du Silivigi dans l'est de la Roumanie. Le Silivigi, c'est le premier bataillon français Aigle du segment de décision avec des chars Leclerc et des VBCI. Cette semaine, ce déploiement nous permet de valider la capacité à s'engager n'importe où en Roumanie. Eagle Meda sur le camp Smardan,
c'est un ensemble de manœuvres à tir réel qui nous permettra de tirer à l'ensemble des armements détenus dans le Collective Defense Battle Group. Nous commençons par des tirs mortiers de l'artillerie, des tirs Leclerc de la cavalerie, des tirs VBCI et des tirs d'infanterie débarquée, ainsi que des tirs explosifs du génie. Cette phase se conclura par un exercice interallié coordonné entre la compagnie néerlandaise et la compagnie française ce vendredi. Bon, et comme vous pouvez le voir, les conditions hivernales enfin arrivent, ce qui nous permettra de tirer avec un peu de neige et surtout un sol bien dur. So I will stay here. Okay. Thanks anyway. Donc une illustration que les armées françaises demeurent des alliés fiables, crédibles et solidaires, pleinement engagés dans le renforcement de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe, en contribuant activement aux missions de réassurance de l'OTAN, avec des moyens adaptés, progressifs et réactifs, dans une démarche ferme et non escalatoire. Alors, les activités des armées françaises au profit de cette posture de l'OTAN s'effectuent également en mer Baltique notamment, avec de la surveillance maritime, conduite par la frégate multimission Aquitaine, qui patrouille en mer Baltique dans le cadre de la Standing NATO Maritime Group 1, SNMG 1. Et le 30 janvier, elle a effectué des exercices de coopération avec des bâtiments suédois, Sundsvall et Hamosand, afin de renforcer leur interopérabilité. En Estonie, le 22 janvier, sur le camp militaire de Tapa, un détachement du sous-groupement tactique interarmes Lynx a conduit une session de tir sur neige et à ski au profit des soldats estoniens du Scout Battalion. Ensuite, les 25 et 26 janvier, le groupement commando montagne de la 27e brigade d'infanterie de montagne a mené une séquence d'entraînement de combat en zone urbaine sur le camp militaire de Kluga et ils sont engagés dans l'exercice qui vient de commencer, qui s'appelle Winter Camp, qui est un exercice d'ampleur pour poursuivre leur entraînement en milieu grand froid et dans un contexte de haute intensité. Et nous aurons l'occasion de revenir régulièrement sur cet exercice Winter Camp au cours des prochaines semaines. Dans les airs, en Lituanie, le dispositif d'alerte au profit de l'Alliance avec la mission Enhanced Air Policing sur la base aérienne de Šiauliai, en Lituanie donc, où les 4 Rafales de l'armée de l'air et de l'espace assurent les missions d'entraînement, enfin d'alerte d'abord, et d'entraînement interallié par alternance avec des missions de police du ciel, comme je le disais. Ainsi, du 26 janvier au 1er février, ces Rafales ont effectué 8 missions d'entraînement, dont une menée avec les avions de chasse allemands qui sont également présents en Estonie. Le 31 janvier, cette fois-ci en alerte réelle, 2 Rafales ont décollé sur Alpha Scramble, donc alerte réelle, pour vérifier l'identité de 3 aéronefs dans les approches de l'espace aérien balte. Il s'agissait d'un Ilyushin et de 2 Sukhoi 27. Durant la phase de retour vers Šiauliai, les 2 chasseurs français ont été réengagés pour, là aussi, accompagner 2 autres Sukhoi aux abords de l'espace aérien balte. Sur le flanc Est, des missions toujours dans les airs qui s'appellent Air Shielding, et qui sont des missions aériennes d'ampleur au profit de l'OTAN. Et ce sont des missions de surveillance
et de défense aérienne, qui survolent en fait l'ensemble de ces pays du flanc est de l'Europe. Ces opérations sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et s'effectuent en coopération avec nos alliés présents dans le ciel européen. Par exemple, le 26 janvier, un avion radar E-3F AWACS a réalisé une mission de détection et de contrôle en Roumanie. Il a ainsi permis d'assurer le contrôle aérien lors d'un entraînement conjoint entre avions de chasse américains, roumains, espagnols et italiens qui simulait la défense et l'attaque du système solaire Mamba, qui est déployé lui aussi en Roumanie, à Capoumidia. Je vais passer très rapidement sur le détachement Aigle, dont vous avez pu voir l'illustration vidéo au début de ce briefing. C'est donc le Collective Defense Battle Group, qui est déployé en Roumanie, a démontré sa capacité de déploiement d'urgence intra-théâtre tout en effectuant des entraînements de tir lors de ces manœuvres. C'était des tirs réels interarmes, donc de l'artillerie, de la cavalerie, du génie et de l'infanterie, et interalliés, vous avez pu voir notamment des échanges avec les partenaires néerlandais. Ne pas oublier que des déploiements comme ceux-ci nécessitent une logistique importante qui permet d'acheminer à Smordan, donc au camp que vous avez vu, plus de 200 véhicules de la force, dont la quasi-totalité des chars Leclerc. En Méditerranée, la sécurisation des voies maritimes par notamment le chasseur de mines tripartite, CMT, Andromède, qui a appareillé de Brest pour rallier donc la mer Méditerranée occidentale dans le cadre de son intégration au groupe de guerre des mines 2023, GGDM 23. Les unités de guerre des mines françaises participent à la sûreté des approvisionnements et de navigation dans les approches françaises et les zones d'intérêt stratégique. Donc ce GGDM 23 est constitué d'un état-major de conduite, d'un détachement de plongeurs des mineurs et du CMT, donc du bâtiment Andromède. Il est déployé pour la 7e fois depuis 2011 en mer Méditerranée, en mer Rouge jusqu'en océan Indien. En Afrique, un rapide bilan des opérations aériennes pour le mois de janvier, du 1er au 31 janvier inclus, les aéronefs français déployés au Sahel ont réalisé 435 sorties, dont la répartition suit 125 sorties chasse, 116 sorties ISR, donc renseignement, surveillance et reconnaissance, et 194 sorties de transport ou de ravitaillement en vol. Toujours en Afrique, dans le milieu maritime, la mission Corim, vous avez parlé la semaine dernière du patrouilleur de haute mer, premier maître Lair, qui est arrivé au port de Dakar le 26 janvier, prenant la relève du PHM commandant du Cuin. Le premier maître Lair a ensuite repris la mer pour participer à un exercice qui s'appelle Obangame Express 23, organisé par la marine américaine. Cet exercice se déroule du 23 janvier au 2 février, donc aujourd'hui, il se termine, sur les thèmes de sécurité et de sûreté maritime, avec de nombreux exercices d'interopérabilité des marines de pays de l'architecture de Yaoundé, sans oublier le Brésil, le Canada, les États-Unis évidemment, et des pays de l'Union européenne. Je note que le PHM premier maître Lair a effectué des entraînements avec 2 patrouilleurs sénégalais, Lakredba et Kédougou. En outre, le Falcon 50M déployé à Dakar a réalisé un vol de police des pêches avec un inspecteur sénégalais à bord et au cours duquel 35 navires de pêche ont été contrôlés. Ce Falcon est désormais intégré à l'exercice dont je viens de vous parler, au Obangame Express. Enfin, depuis le 26 janvier, un avion Atlantique 2 est déployé en Côte d'Ivoire pour participer à l'opération Corim également. Au Proche et Moyen-Orient, un bilan des opérations aériennes Chamal réalisées par les Rafales de l'armée de l'air et de l'espace, qui ont réalisé 76 sorties aériennes, donc, depuis qu'ils sont déployés depuis le
déployés depuis... Ce bilan concerne les sorties du 1er au 31 janvier. Et pour les soutenir, un avion ravitailleur français C-135 est déployé depuis le 15 janvier sur la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, dans le cadre de l'opération Inherent Resolve. Donc il réalise des missions de ravitaillement pour les Rafales français dont je viens de parler, mais également pour tous les avions de la coalition, notamment des F-15 de l'US Air Force que vous pouvez voir. Les missions de surveillance maritime dans le cadre de l'opération Agénor, avec du 26 janvier au 1er février, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 stationné sur la base aérienne 104 des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis, qui a effectué 3 vols opérationnels au profit du volet militaire donc de l'initiative européenne European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, autrement dit EMASO. En océan Indien, poursuite de la mission Antares du groupe aéronaval. Après une relâche opérationnelle en Inde, le 27 janvier, le groupe aéronaval a repris ses activités opérationnelles pour contribuer à l'appréciation autonome de situation en océan Indien et au renforcement des liens entre la France et ses partenaires stratégiques dans la zone Indo-Pacifique. Avant cet appareillage, 4 vols d'un avion de patrouille maritime Atlantique 2, là encore basé à Oman, ont permis d'établir la situation tactique dans la zone de déploiement du groupe aéronaval. Des vols ont par ailleurs été réalisés au profit de l'opération européenne Atalante, opération de lutte contre la piraterie et les trafics illicites. Le 29 janvier, le groupe aéronaval a réalisé un dernier entraînement avec les forces armées indiennes, au cours duquel des rafales marines et l'avion radar du groupe aéronaval Okai se sont opposés aux aéronefs de l'armée de l'air indienne, évidemment, de manière simulée. Du 29 au 31 janvier, la frégate japonaise Suzutsuki a renforcé une nouvelle fois le groupe aéronaval aux côtés des unités françaises. À cette occasion, des entraînements communs au combat aéromaritime ont été conduits avec ce bâtiment japonais. Enfin, depuis le 30 janvier, le groupe aéronaval intègre la frégate américaine USS Delbert D. Black, qui est le deuxième bâtiment de combat de la flotte américaine opérant en océan Indien et qui contribue directement à la mission Antares. Soulignons la vision convergente que partagent les États-Unis et la France sur les enjeux de cette région. En Amérique du Sud et plus particulièrement en Guyane, renforcement de la lutte contre la pêche illégale dans le cadre de l'opération Mokaran. C'est une opération de police des pêches et où le patrouilleur Antilles-Guyane La Confiance a été renforcé par un détachement métropolitain de fusiliers marins commando. Et au cours de cette mission, ils ont contrôlé le 26 janvier le navire de pêche brésilien Conte Italo. À son bord, une dizaine de personnes ont été prises en situation de pêche illégale dans les eaux territoriales françaises au large de la Guyane. Ce navire avait déjà fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour les mêmes faits lors du survol d'un hélicoptère Fennec des forces armées le 24 janvier. Et la Direction générale des territoires et de la mer, DGTM, a ordonné le déroutement du navire vers le port du Larivot à Cayenne. Dans les Antilles, lutte contre les trafics illicites, avec le 23 janvier 2023, la frégate de surveillance Ventose, en patrouille, qui est intervenue sur un des navires de pêche au comportement suspect. Appuyé par un hélicoptère Panther de la 36F, les commandos marines ont pu monter à bord du navire face à un équipage s'opposant à l'abordage et qui avait préalablement effectué des rejets à la mer estimés à une vingtaine de ballots. 12 ballots ont pu être récupérés par les marins français, soit 320 kilos testés positifs au cannabis. Cette première saisie de l'année 2023 marque la détermination des forces armées aux Antilles à poursuivre sans relâche la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les Caraïbes. Enfin, on termine
avec la Polynésie française et le patrouilleur Arago, qui a appareillé de Papeete depuis le 23 janvier. Ce bâtiment débute une mission de surveillance maritime dans la zone économique exclusive de Polynésie française et il fait de la police des pêches dans cette zone et dans ses abords. Au cours de cette première semaine de patrouille, l'Arago a également effectué la reconnaissance des atolls de Tainga et Nihiru, situés dans la zone est de l'archipel des Tuamotu. Ces missions s'inscrivent dans les missions de souveraineté et de protection des populations nécessaires en cas de catastrophe naturelle ou d'évacuation sanitaire dont le commandant venait de parler à propos de la Jeanne. Je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Le Wall Street Journal a indiqué hier que des forces spéciales françaises avaient intercepté une importante cargaison d'armes à bord d'un bâtiment yéménite ou iranien dans le golfe d'Oman. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et confirmer l'information ? Je n'ai pas de commentaire à ce sujet. Je vous ai parlé du cadre dans lequel les bâtiments français opèrent dans la région du Golfe. Donc pas de commentaire sur cette mission particulière. D'accord, merci. Y a-t-il des questions en audio? J'ai des questions, c'est Jean-Marc Tanguy. Bonjour Monsieur Tanguy. Bonjour. Pour le colonel Godillère, comment on peut expliquer le niveau de mission qui reste assez soutenu au Sahel pour les aéronefs, puisque vous avez donné le nombre de missions collatéralisées, c'est quasi équivalent en fait à ce qu'on connaissait à l'époque de Barkhane, alors que la zone d'opération principale a, et c'est pas un scope disparu. Donc à quoi en fait s'occupent ces aéronefs? Et est-ce que vous pourriez donner le détail actuel du nombre d'aéronefs qui sont stationnés au Sahel, peut-être en incluant la Côte d'Ivoire qui semble manifestement accueillir un certain nombre d'aéronefs actuellement? Merci. Alors bonjour Monsieur Tanguy, pour la deuxième partie de votre question, nous vous enverrons les détails par écrit. Pour la première partie de votre question, l'opération Barkhane s'est terminée donc, le 9 novembre de l'année dernière, mais comme l'a rappelé le président et le chef d'état-major des armées, les opérations contre les groupes armés terroristes se poursuivent à la demande des partenaires qui en font la requête. Précisément, en l'occurrence, nous avons conduit et nous continuons de conduire des opérations conjointes décidées par le Niger, par exemple, et dans lesquelles les moyens aériens sont employés pour les missions, là encore, de surveillance, par exemple, ou d'appui. En ce qui concerne les sorties, notamment d'avions de transport, vous imaginez bien que pour effectuer des missions de présence sur zone de chasseurs, par exemple, il faut des sorties de ravitailleurs, notamment, en l'occurrence des Phénix, par exemple. Et la logistique intra-théâtre se poursuit. Et si vous prenez et ça ne se limite pas au Niger, je pense notamment à des missions qui sont effectuées également au profit de nos partenaires tchadiens lorsqu'ils font la demande. Donc l'activité opérationnelle à la demande des partenaires ne faiblit pas forcément. Y a-t-il une dernière question en audio ou dans la salle? Merci beaucoup, mon colonel. Je conclus ce point de presse en vous signalant que vous pourrez voir, à partir de demain soir, 3 février, une série qui s'appelle Cœur Noir. C'est une série dont la trame est l'engagement fictif des forces spéciales françaises. Elle est soutenue par le ministère des Armées au travers de sa mission cinéma. Elle sera diffusée sur la plateforme Amazon Prime à partir donc de demain soir et sur la télévision France 2 d'ici quelques mois. Merci à tous et bonne fin de journée.